Alors, je voudrais parler, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises, mais ça me frappe de plus en plus, surtout quand j'écoute à la radio, les méfaits de l'écrit par rapport à l'oral. Donc, je trouve que récemment, on a eu une discussion dans un café philo sur le Talmud, et j'ai expliqué que le Talmud était d'abord oral, et qu'il n'a été mis par écrit qu'à la suite de la chute de Jérusalem et à l'échec de la révolte de Bar Kokhba en 135, par Adrien. Donc, la mise par écrit, c'est un pis-aller. Mais ça a des effets extrêmement pervers, l'écriture. Je suis en faveur d'une politique extrêmement attentive, extrêmement prudente concernant l'écrit. L'écrit est un danger. Je ne dis pas qu'il faut le supprimer, mais il est un danger. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Premièrement, il est plus facile d'imiter l'écriture que d'imiter la parole. Je veux dire par là que le mimétisme de l'écrit n'est pas le même mimétisme que celui de la parole. Le mimétisme de l'écrit, il consiste simplement à lire ce que l'autre a écrit. Pour ça, c'est pas très compliqué. Il faut savoir lire une partition ou un texte. Le mimétisme de la parole, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. D'abord parce qu'il faut s'en souvenir. Et pour s'en souvenir, il faut faire appel à des raisonnements. Il faut essayer d'organiser sa pensée, sa mémoire. Et ça, c'est pas du tout le même niveau de travail que la lecture. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut de toute façon dire les choses de manière toujours un peu plus personnelle. On ne se contente pas de faire du copier-coller. Surtout si on n'a pas eu justement le support de l'écrit, forcément, il y a une certaine liberté qui va de soi. Il y a le signifiant, je veux dire, le signifiant, lui, il va être en évolution. Alors que le signifiant écrit, il est stable, il est stabilisé. Et ça, c'est aussi un problème, c'est de la décadence. Donc, moi, je suis, par exemple, je l'ai dit plusieurs fois, je suis pour des interprètes qui, non seulement jouent sans partition, mais qui en plus sont capables, c'est ce que j'appelle le bon récepteur, sont capables de restituer une façon de jouer, une certaine inspiration, mais sans le faire de manière servile. Alors, il y a des gens qui, visiblement, ne sont pas doués pour le mimétisme oral. Et qui, parce qu'on est tous dans le mimétisme oral quelque part, on est tous en train de resituer, de réactiver quelque chose qu'on a entendu d'une manière ou d'une autre. Bon. Mais il y a un melting pot, il y a un creuset, il y a quelque chose qui peut être transformé. Dans le cas du mimétisme écrit, c'est tout à fait différent. On recrache littéralement ce qui a été déjà dit. Donc c'est pas du tout, à l'échelle de l'humain, c'est pas du tout noble comme activité. Et les machines sont d'ailleurs beaucoup plus accessibles au mimétisme écrit qu'au mimétisme oral, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors les femmes, puisque c'est à cela qu'on peut arriver quand même quelque part, les rapports des femmes au mimétisme écrit et au mimétisme oral, c'est tout à fait significatif. Et à mon avis, c'est là qu'il y a une ligne de clivage. C'est là qu'on peut faire des tests pour montrer ce qu'il en est. Moi, j'écoute la radio assez volontiers, parce que je n'ai pas la télévision. Et je n'ai pas sur mon ordinateur actuellement d'accès au visuel et à l'audio. Les femmes sont beaucoup plus à l'aise dans le mimétisme écrit que dans le mimétisme oral. C'est une évidence. Je l'entends même à la radio. Dans bien des cas, quand une femme prend la parole, quand on entend une femme parler à la radio, on voit bien qu'elle est en train de lire. Lire, c'est-à-dire donc lire écrit. On lit de l'écrit. Elle lit un texte qui est d'elle, ou qui n'est pas d'elle d'ailleurs, mais qu'elle lit. Et même si elle y met le ton, si elle le dit avec une certaine animation, comme par exemple,
c'est les gens qui lisent les ondes de fréquence, ou qui lisent les bulletins météorologiques, bon, ou qui lisent sur BFM Business les cours de la bourse, tout ça, c'est pas très intelligent comme activité. Hein. Mais pour l'auditeur qui n'est pas très aigu, bah, on entend des gens parler. Et à ce niveau-là, la radio est un événement de nivellement flagrant entre le mimétisme oral et le mimétisme écrit. Parce qu'on ne sait pas exactement d'où les gens lisent ou ne lisent pas, etc. Bon. Et ça, c'est extrêmement embêtant. Alors, il y a quelques cas, bien sûr, de femmes qui prennent la parole, qui ne se contentent pas de lire un document, ou commenter un document, c'est pour nous-mêmes d'ailleurs, parce que commenter un document, c'est pas non plus d'une très grande intelligence. Moi, c'est déjà mieux que de lire un document. Et on en vient à cette idée que j'ai abordée au début de notre entretien, à savoir que les femmes, ce sont quand même des femmes. Une femme, c'est une femme. Bon, elle peut être exceptionnelle, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. On ne peut pas mener une politique à grande échelle sur des exceptions ou des cas particuliers. Absolument pas. Il faut avoir une politique sectorisée, aussi fine que possible, peut-être, mais sectorisée. On ne peut pas gérer des cas uniques. Pas possible. Moi-même, j'ai beau être un personnage qui a une pensée personnelle, je ne suis pas unique dans mon genre. J'espère bien. Alors, j'ai récemment travaillé sur la Bible, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, et notamment les 3 ou 4 premiers chapitres de la Bible, de l'Ancien Testament, de la Genèse, et on voit bien que, bon, ça ne va pas plaire aux féministes, ce que je veux dire, mais on voit bien que la femme est une adjointe, en fait. Elle arrive sur le tard, on la rajoute, on voit bien que Dieu a d'abord eu un rapport avec Adam, avec l'Adam, avec l'homme, et que ensuite, d'ailleurs c'est pas toujours très clair, ensuite il va créer du masculin et du féminin. Et encore on se demande si c'est pas une question d'androgyna, pas très clair non plus. Bah oui. Et puis après on connaît la fameuse histoire de la côte d'Adam. Bon. Et on sait que Adam a nommé Ève, il a nommé cette femme, et pas pendant, on dit souvent le paradis terrestre, Adam et Ève, non. Ève ne s'est appelée Ève que quand ils sont partis du paradis terrestre. Pas au moment où la femme parle avec le serpent, elle ne s'appelle pas encore Ève. Et ça veut dire qu'elle n'a pas encore été appelée par l'homme Ève. C'est-à-dire que l'homme n'a pas encore fait usage de son droit de nommer les animaux, de nommer les choses. Donc c'est déjà un statut inférieur qu'elle porte déjà le nom d'Ève, par rapport au fait qu'elle soit sa femme. Parce qu'elle porte un nom particulier. Et qui le donne, ce nom? Donc je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les femmes sont des adjointes. C'est-à-dire qu'elles nous prolongent, elles nous complètent, elles nous remplacent, visiblement, mais elles doivent rester à ce statut. Ce n'est pas les quelques cas particuliers. Et donc la question, c'est de reformuler qu'est-ce que c'est qu'être une femme adjointe, à quoi ça sert, et en tirer le meilleur. Il ne s'agit pas de supériorité ou pas, il s'agit que chaque catégorie trouve en elle-même la meilleure définition identitaire, la meilleure image identitaire. L'image la plus authentique, bien sûr, la plus équitable, ça va de soi. Donc, l'écrit, c'est un élément qui est bien évidemment qui devrait normalement être réservé aux femmes. Dans une précédente café philo, j'ai dit que l'éducation des hommes et des femmes devait être des enfants mâles et femelles devait absolument être différente, totalement différente, que l'homme doit d'abord prendre possession de son corps, c'est-à-dire de son corps à la fois intérieur et extérieur, c'est-à-dire de ce qu'il peut faire avec sa voix, avec sa pensée, mais aussi avec ses mains, avec ses pieds, avec aussi peu d'usage que possible d'objets extérieurs, sauf évidemment le sol, sauf simplement, c'est pour ça que la percussion est importante,
Parce que la percussion, c'est simplement utiliser, c'est pas des objets, on peut avoir une percussion sur une table, sur une pierre, etc. Mais ce ne sont pas des objets qu'on va emporter. C'est très important. La percussion n'implique pas un objet transportable. On fait de la percussion là où on est. On peut même faire percussion sur son propre corps, d'ailleurs. Et puis les jeunes filles, les enfants, une femelle, elles doivent au contraire apprendre à ranger leurs objets, ranger leurs acquisitions, ranger leurs cadeaux, ranger leurs poupées, etc. Et donc c'est pas du tout la même démarche. Le garçon doit être orienté vers le mimétisme oral, et la jeune femme, la petite fille, vers le mimétisme écrit. D'où l'importance fondamentale, effectivement, pour les... Mais ce n'est pas du tout le même parcours. Et au contraire, si les hommes ne savaient pas écrire, eh bien, ils auraient d'autant plus besoin des femmes. Et inversement. Donc, le fait de se limiter dans ses activités et de se tenir à son créneau, c'est justement ce qui permet une certaine complémentarité. Si aujourd'hui la notion de complémentarité est aussi mal définie, c'est parce que chacun empiète sur le territoire de l'autre. Les hommes savent lire, les femmes font semblant d'être des hommes en lisant aussi. Enfin, mais parce que c'est pas dit clairement, parce que c'est pas avoué, c'est pas reconnu clairement. Donc là, il y a une certaine forme d'hypocrisie qui fait que chaque individu refusant d'être classé, hein, on n'est plus dans la lutte des classes, mais c'est dommage. Il y a la lutte des classes, il y a la lutte des sectes, mais c'est pas une lutte, c'est tout simplement une prise de conscience des différences. Non seulement ces différences doivent être creusées, approfondies, mais elles ne doivent pas être dépassées, elles ne doivent pas être rejetées.